Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vais me regarder énormément dans le retour de la caméra pour cette vidéo. Parce que les gars, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo face cam que je sais plus du tout comment ça fonctionne, comment mon appareil fonctionne. Alors en plus de ça, j'ai décidé de vous tourner une vidéo face cam aujourd'hui 4 novembre. C'est faux, nous sommes le 4 mai, mais la luminosité ne va pas arrêter de changer. La vidéo du jour va parler lecture, c'est une papote lecture, ce que je vous ai plus fait depuis quelques semaines et c'est seulement la deuxième de cette année 2021. Quand je pense que l'année passée j'avais à cette même date déjà lu environ 55 livres. Là pour le 4 mai on doit être à 11 livres je crois, attendez je vérifie. Mon petit carnet lecture, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo sur mon carnet lecture. Ah non, je suis quand même un petit peu plus loin que ce que je pensais. J'en suis à 18 livres lus pour cette année. Ce qui est pas trop mal, mais comparé à l'année passée, à la même date, au mois de mai, j'entame même ma 52e lecture le 1er mai quoi. Voilà. Voilà. Bon bah une année n'est pas l'autre hein, et merci le Covid l'année passée. Cette année-ci je dis pas du tout merci au Covid. C'est plus du tout marrant. Là si on pouvait reprendre comme avant, dans le monde d'avant, je signe à demain. Qu'est-ce que j'ai lu depuis la dernière fois? Eh ben pas grand chose les petits amis. Un livre dont je souhaite vous parler depuis longtemps et j'avais oublié de vous en parler dans ma précédente papote lecture. Donc je l'ai lu au mois de janvier, ça date, j'espère que je vais me rappeler de suffisamment d'éléments pour vous en parler. C'est Betty de Tiffany McDaniel que je vous mets en couverture ici, incrusté parce que j'ai prêté ce livre à une amie qui ne me l'a pas encore rendu. Mais alors quel chef-d'œuvre quoi, voilà. Et je me suis pas rendu compte que c'était un chef-d'œuvre lors de la lecture de Betty. Je pense que c'est un livre qu'on a vu passer partout sur Bookstagram, sur Booktube également. Les éditions Gallmeister en ont fait une immense promo et ils ont eu raison parce que ce livre est vraiment un petit bijou, une petite pépite. Ça parle en fait donc de Betty, l'héroïne principale, qui est une petite fille née d'une maman blanche et d'un père Cherokee. J'ai plus le bouquin pour aller vérifier mais je pense qu'il est Cherokee tout cela se passe en fait dans les années 60 aux États-Unis. Donc c'est pas une histoire déjà simple à la base vu qu'elle est qu'elle est issue d'un couple mixte. Betty c'est pas la dernière enfant, elle a une grande sœur, un grand frère ainsi qu'encore deux autres petits frères je pense. Donc ils ont plus ou moins le même âge qu'eux, donc c'est une famille assez nombreuse qui galère pas mal hein, dans l'Amérique des années 60. Ils voyagent beaucoup pour que le papa trouve en fait du boulot et c'est ça l'histoire en fait. En gros il n'y a pas d'autre histoire que le quotidien de cette famille raconté sur plusieurs années, sauf que cette famille a énormément de secrets, énormément de choses à traverser, de moments difficiles, d'épreuves à traverser et on les voit en fait ces épreuves à travers les yeux de Betty qui a une énergie folle qu'elle dépense et qu'elle met en fait dans l'écriture. C'est l'écriture qui va être salvatrice pour elle et qui va lui permettre de traverser la vie, de se construire et de passer outre ces embruns de la vie. C'est un livre avec des secrets familiaux. Alors personnellement en le lisant je les ai vus venir très vite. Je me suis dit c'est un livre qui va parler de tel sujet. Je pense qu'il ne faut pas spoiler mais par contre il vaut mieux avertir en effet qu'il y a des trigger warnings très importants. C'est cru par certains moments, c'est cru lors de certains passages. L'autrice ne cache pas et nous partage toute l'horreur de certains événements. Et voilà, il n'y a rien qui est suggéré, c'est vraiment décrit et moi j'ai eu vraiment le ventre retourné à la lecture de ces passages. Donc je préfère prévenir avant que vous vous lanciez dans cette lecture qui est magnifique hein, mais voilà, il y a quand même des thématiques très difficiles. Donc un gros trigger warning pour des tentatives de suicide, viol, voilà. C'est pas du tout une lecture agréable par rapport à ces thèmes là qui sont travaillés, qui sont traités en plus du racisme. Vraiment fort présent hein, dans la société américaine. Donc voilà, je préfère vous prévenir par rapport à ces thématiques qui sont traitées dans Betty. Et du fait de ces thématiques, moi je me suis pas rendu compte que c'était vraiment un coup de cœur. Je me suis dit c'est beau, c'est un beau livre, c'est puissant, je vis des émotions absolument horribles à la lecture de ce bouquin. Et puis quand j'ai refermé le livre, je me suis dit waouh,
quelle claque. Et en même temps, c'est pas tant une claque que ça, parce que il y a un côté, ça tombe sous le sens en fait, cette écriture et ce destin de Betty et de sa famille. J'ai adoré le papa de Betty, dont je me rappelle plus le nom et je sais pas aller vérifier dans le bouquin comme je l'ai plus là. Mais cet homme quoi, ah mon dieu. Je pense que le livre est fortement inspiré de l'histoire familiale de Tiffany McDaniel, si j'ai bien compris par rapport à sa biographie, mais je suis pas certaine à 100%, donc là ne vous fiez pas à ce que je vous dis, moi, allez vérifier. Mais voilà, si ce monsieur a vraiment existé, si ce monsieur était vraiment comme ça, mais ça te donne foi en l'humanité, tu vois, parce que oui, il est naïf, oui, il est aveugle à la souffrance de certains membres de sa famille. Mais mon Dieu, quel homme par rapport aux histoires qu'il peut inventer, par rapport à la transmission qu'il a de ses traditions. Et voilà, j'ai adoré ce personnage. J'ai également beaucoup aimé Betty, qui a une résilience folle et qui a un personnage absolument... un personnage féminin absolument fort, quoi. J'ai pas d'autres mots. J'aimerais tellement savoir mieux parler de ce livre que ce que je viens de vous dire comme ça spontanément. Mais oui, c'est un livre à découvrir. Franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est très lent. Ce ne sera pas une partie de plaisir hein, de bout en bout lors de la lecture, dû aux thèmes qui sont traités. Mais voilà, c'est un immense voyage qui vous attend à la lecture de ce livre. Donc n'hésitez pas à le lire. Ensuite, le reste de l'année, j'ai lu... Qu'est-ce que je devais encore vous parler? Ah oui, alors comme j'ai un petit peu de mal à lire en ce moment, je suis stressée, j'ai pas énormément d'attention à consacrer à la lecture. Quand ça m'arrive, en fait, je me tourne vers deux choses, les fanfictions. Donc, je lis peut-être plus beaucoup de bouquins, mais je lis énormément de fanfictions encore en ce moment, dont je vais pas vous parler. Et ma deuxième solution pour continuer à lire, c'est de lire des livres audio. Et donc, au mois de janvier, j'ai pris les fils de la... Non, c'est les fils de la poussière. Les fils de la poussière de Arnaldur Indridason. En livre audio. Donc Arnaldur Indridason, c'est un auteur dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Séverine de Il est bien ce livre. Si vous ne la connaissez pas, Séverine c'est une institution pour tout ce qui est livre, thriller, polar, etc. Elle vous fait des vidéos de 50 minutes, donc c'est des podcasts quoi, hein, toutes les semaines. Elle est d'une régularité sans nom. Et en plus elle a des lives, et en plus elle anime un groupe Facebook. Donc voilà, il y a de quoi faire. Elle te propose du contenu tant que t'en veux. Et voilà, elle avait fortement parlé de Arnaldur Indridason dans ses bilans de l'année 2020, comme quoi c'était un auteur qui l'avait fortement chamboulé, etc. Donc quand je l'ai vu en livre audio, ce bouquin-là, je me suis dit, bah tiens, allez, je le prends. Et donc j'ai lu au mois de janvier, c'est un polar, pas un polar, un thriller, mais... Enfin, c'est un roman policier en fait, c'est un roman d'enquête, très honnêtement, qui se passe en Islande. Et bah en Islande il se passe pas grand chose hein, point de vue de comment ça s'appelle, de tout ce qui est mal là, de la criminalité, point de vue de la criminalité. Donc les flics qui doivent enquêter sur des meurtres, bah, ils sont un petit peu beaucoup à la ramasse parce qu'ils n'ont pas tant l'habitude que ça d'enquêter sur des crimes, sur des meurtres avec des cadavres, etc., etc. Alors en plus de ça, le bouquin se passe dans les années 90, donc c'est une time capsule de fou malade, hein, parce qu'il n'y a pas le GSM, on est encore à l'époque des beepers, enfin, et encore c'est des trucs que tu vois aux États-Unis mais pas en Islande. Donc, bref, ça a un petit côté comme ça désuet, assez sympathique, qui n'était pas du tout prévu à mon avis quand le livre a été écrit, mais maintenant quand tu lis, voilà ce que ça donne. Et donc on se retrouve dans une enquête, il y a en gros un gars, un ancien prof, qui décède chez lui, suicide, pas suicide, alors qu'il est attaché sur une chaise, on ne sait pas trop, donc il va falloir enquêter. Et en plus de ça, on a le frère de Balmy, c'est Balmy je crois son nom, oui. Donc son frère qui se tue, qui se suicide sous ses yeux dans une institution pour personnes, on va dire déficientes mentales, avec des troubles mentaux. Voilà. Et donc l'idée, ça va être de se faire croiser tout ça. Et oui, il y a un scandale derrière et qu'il va falloir remonter dans le temps et ainsi de suite pour trouver le scandale. J'ai bien aimé la construction du récit, très honnêtement. J'ai bien aimé que ça me dépayse parce qu'en effet, c'est dépaysant de lire un roman islandais. C'est pas quelque chose dont on a de l'habitude. Après, voilà, je l'ai lu au mois de janvier. Là, on est au mois de mai quand je vous en parle. Et je dis...
Qu'est-ce qui m'en reste? Je me souviens du dénouement final en effet de l'affaire. Mais vous en parlez, voilà, je peux pas vous en parler sinon je vous spoil et ça n'a aucun sens. Mais voilà, par rapport à ce dénouement final, je l'ai trouvé trop gros. Je me suis dit mais c'est une espèce de théorie du complot comme ça qui moi m'a pas du tout parlé. Je me dis c'est trop gros et là l'auteur m'a perdu quoi. Voilà. Après ça m'a pas du tout rebuté pour le fait de lire d'autres livres de cet auteur puisque j'en ai lu un deuxième depuis lors dont je vais vous parler après. Mais ce premier, la résolution de cette première enquête m'a laissé un petit peu, ok, c'est un peu trop gros à mon goût, mais bon, pourquoi pas, ça peut le faire. En tout cas, il y avait un gros avantage, je trouve, au fait de le lire en audio, ne fût-ce que pour la prononciation des prénoms, parce que si j'avais dû lire ces prénoms-là de moi-même, je pense que j'aurais jamais eu ça quoi, j'aurais jamais eu ça. Et donc un petit peu plus tard, au mois de mars, j'ai téléchargé le deuxième tome du même enquêteur, donc ça s'appelle Les Roses de la Nuit, toujours de Arnaldur Indridason et toujours en livre audio. Et là, et bah écoutez, ça fait 288 pages, là je suis en train de le lire dans mes notes. Je sais plus de quoi ça parle, voilà. Je ne sais plus de quoi parle ce bouquin. C'est un blanc, c'est un vide. Je sais plus. Donc ça m'a pas forcément marqué. Et je pense d'ailleurs que c'est le bouquin où je n'ai, le livre audio, où je n'ai pas écouté les 5 dernières minutes. Parce que quand je suis arrivée à la résolution, j'étais là, ah, tout ça pour ça, ok. Voilà. Donc c'est pas un auteur qui pour le moment m'a conquis. Ça a fait le taf, ça a fait le job dans le sens où ça m'a distrait à un moment donné où j'en avais besoin, où j'ai pu écouter quelque chose pendant que j'allais me balader avec mon chien, pendant que j'étais en voiture pour aller au travail, etc. Mais il m'en reste rien quelques mois plus tard et donc voilà, écoutez. L'histoire, c'est qu'un cadavre de femme est retrouvé sur la tombe d'un gars qui s'est battu pour l'indépendance de l'Islande, si je me souviens bien. Est-ce que c'est le premier président dans l'histoire de l'Islande ou quelque chose dans le genre, ou le premier ministre, je sais plus. Mais bref, donc on retrouve un corps là et ils vont enquêter pour savoir qui est cette jeune fille. Et oui, quand je suis arrivée à la fin du bouquin, j'étais là, ça n'avait aucun intérêt pour moi de savoir de qui était cette fille, de comment elle était morte et pourquoi elle était morte et pourquoi elle était sur cette tombe. J'en avais plus rien à calquer, à cirer. L'auteur n'a pas réussi à m'accrocher par rapport à cette intrigue, mais je pense que c'est pas entièrement du tout la faute de l'auteur, ni du lecteur, ni de la voix qui lisait le bouquin. C'est moi qui suis pas dans un mood facilement attiré, avec beaucoup d'attention à consacrer sur des choses comme ça, tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire, faites-vous votre propre avis sur cet auteur. Ça a le mérite en tout cas de permettre de découvrir la littérature islandaise, qui n'est pas si connue que ça, j'ai l'impression, dans notre monde francophone. J'ai lu un troisième livre audio qui s'appelle Délivrance, donc de Jussi Adler Olsen. Et donc c'est la troisième enquête du département V. Et donc ça c'est une saga que j'ai commencé l'année passée, que j'aime assez bien. Le premier livre, au point de vue des descriptions des sévices subis par les victimes, est absolument horrible. On était beaucoup plus soft sur le tome 2. Et le tome 3, je trouvais aussi que c'était relativement soft. Donc c'est l'histoire d'un gars, un père de famille totalement normal, banal, qui, pour vivre et avoir de l'argent, son boulot en fait, mais il s'auto-emploie, hein, c'est pour lui, c'est de kidnapper les enfants de familles dans des sectes, j'allais dire insectées, ça ne se dit absolument pas, membres de sectes. Donc comme elles sont membres de sectes, en fait, elles ne veulent pas que la police fouille un petit peu dans leur vie, etc. Donc ils ne vont jamais contacter la police. Et c'est ainsi que le gars, il arrive à s'en sortir avec ses enlèvements et ses meurtres. Parce que bon, il garde pas les enfants en vie et il les rend pas entiers. Et donc ça arrive cette affaire chez le département V qui s'occupe des cold cases comme on dit, parce qu'on retrouve une bouteille jetée à la mer écrite avec le sang d'une des victimes et donc ils vont enquêter là-dessus et ça va être un véritable puzzle à reconstituer pour savoir qui a été enlevé il y a plus de 10 ans, ce qui est arrivé et ainsi de suite et ainsi de suite. Je vous ai spoilé une grosse partie du truc je pense avec le résumé, mais vu que j'ai lu il y a longtemps, je suis désolée, c'est un petit peu décousu.
Voilà, j'aime bien cette saga du département V. Pour le moment, à chaque tome, il y a un nouveau personnage qui est ajouté dans ce département. On voit vraiment le département qui se construit, qui avance et qui évolue. C'est pas le tome qui m'a le plus marqué, très honnêtement. J'espère, je vais lire le 4e, je vais lire le suivant et j'espère être un petit peu plus surprise. Parce que là, j'ai eu vraiment l'impression d'une construction à nouveau très très similaire à ce que j'avais lu auparavant. Et donc voilà, ça m'a pas énormément surpris. Mais à nouveau, c'est un bouquin qui a fait le taf pour moi, qui m'a distrait quand j'en avais besoin et qui m'a pas demandé de trop réfléchir. Voilà, je me suis laissée emporter par l'histoire et c'était sympa. Voilà, donc si vous avez envie de commencer le département V, mais allez-y, faites-vous plaisir. Alors au mois de mars, j'ai lu un tout petit livre qui, en le lisant, je me suis dit ça va me remettre dedans, je vais relire à nouveau enfin. On est au mois de mai, j'ai quasiment pas lu depuis, mais bon voilà. Ce livre en tout cas m'a fortement tenu en haleine. Et c'est La Vague de Todd Strasser. Je sais pas comment ça se prononce. La Vague, je pense que c'est quelque chose d'hyper connu, hein, très mainstream, parce que ça a été adapté en film. Il s'agit en fait de l'histoire d'un prof d'histoire aux États-Unis qui veut en fait montrer à ses étudiants comment le système nazi a pu fleurir en Allemagne et aboutir à la Shoah, à ce qu'on a connu, à l'extermination de millions de personnes. Et pour ça, en fait, il va se lancer dans une expérience grandeur nature avec ses étudiants et créer un mouvement, mais comme le nazisme, quoi. Sauf que ça s'appelle pas le nazisme, ça s'appelle la vague, et les signes d'appartenance à ce mouvement sont différents. Et donc au tout début, ça commence de manière très gentillette, ça fait plutôt rire les élèves, ça fait plutôt sourire aussi le professeur, sauf que ça va commencer à fortement dégénérer. Plus on va avancer et en fait toute l'école, toute la high school, le lycée ou le collège, c'est un lycée je crois en français, va se retrouver à devoir être membre de la vague ou se faire tabasser par les membres de la vague parce qu'ils n'y adhèrent pas. Donc voilà, c'est je pense une expérience dont on a tous déjà entendu parler. Je sais que ça a été adapté en film et je pense que le film est beaucoup plus trash que le roman, que le livre. Le livre est vraiment tout petit, ça se lit très vite, ça fait donc 153 pages et c'est assez intéressant de voir cette expérience grandeur nature qui je pense a vraiment eu lieu, c'est inspiré de faits réels, je pense si je me trompe pas. Mais à nouveau, faites vos propres recherches et dites-moi en commentaire si ça a vraiment eu lieu ou pas et si ça a vraiment foiré à ce point-là ou pas du tout. Au mois de mars, un autre livre que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu, Loveless de Alice Oseman. Tous les Alice Oseman, c'est à chaque fois des francs succès pour moi, pour ma part. J'adore cette autrice, j'adore les Heartstoppers, j'adore ses romans, j'ai quasiment donc tout lu d'elle, il me reste juste I Was Born for This dans sa collection, j'espère qu'elle va rapidement sortir un autre bouquin, et pas le tome 4 de Heartstopper, hein. Je l'ai déjà lu sur internet en anglais, voilà, mais oui je m'achèterai quand même le 4e tome dès qu'il sortira en français, mais ce serait bien que les maisons d'édition francophones ne traduisent pas que Solitaire, mais traduisent Loveless. Loveless, c'est celui qui me tentait le plus dans la bibliographie de Alice Oseman, parce qu'on parle en fait d'un personnage, donc Georgia, qui est asexuelle. Et donc tout le roman va être autour de cette découverte pour elle de son identité sexuelle, de son asexualité, de son aromantisme, et de ce que ça veut dire, de ce que c'est, et ainsi de suite. J'ai beaucoup aimé aussi parce qu'on est à nouveau sur une adolescente donc, qui quitte le secondaire, qui est diplômée et qui va aller à l'université. Et Alice Oseman a vraiment un grand talent pour décrire cette première année à l'université. Moi je me suis retrouvée vraiment dans plein de choses. Alors certes on n'est pas de la même génération et ça a fortement évolué entre moi qui étais à l'université et qui ai commencé mes années d'études en 2006 et là où ça se passe relativement récemment. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ces amitiés qui sont décrites dans ce roman. Georgia est juste toute choupie, t'as juste envie de lui faire un gros câlin, de lui dire mais ça va aller, tu sais, tout va bien se passer. Et pareil pour tous les amis qu'elle se fait. Bref, c'est un bouquin que je vous recommande très fortement si vous lisez en anglais. Je pense pas qu'il ait été traduit en français malheureusement. Et ça manque parce que
enfin moi personnellement c'était le premier roman que je lisais avec un personnage asexuel. La sexualité c'est quelque chose que je connaissais, que j'avais déjà vu dans des fanfictions, mais voilà quoi, nulle part ailleurs je n'avais lu quelque chose avec un personnage asexuel. Donc voilà, c'était trop chouette. Et alors ce que j'apprécie aussi, c'est qu'à la fin du bouquin, on a toute une série de références, de sites web à checker, etc. J'ai tué le livre! Et donc vous avez toute une liste de sites que vous pouvez consulter pour en savoir plus sur la sexualité. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un autre livre audio que j'ai lu pendant tout le mois d'avril. Il m'a accompagné pendant toutes mes balades et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il s'agit du Crépuscule et l'aube de Ken Follett, alors que je vous montre ici en grand format. Vous voyez que c'est une belle bricasse. C'est pour ça qu'il m'a accompagné pendant tout le mois d'avril, parce que c'est quand même à chaque fois, chaque partie, 10 heures de lecture, hein, donc j'en ai eu pour 30 heures de lecture. C'est pour ça qu'il est... En fait, c'est pour ça que j'ai pas lu beaucoup. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas lu beaucoup, mais j'ai lu tout ce bouquin-là au mois d'avril. Donc je le vois en copie physique, je me dis, ah ouais, voilà. Donc je l'ai en copie physique parce que ma gentille sœur me l'a offert pour Noël, avec mon beau-frère. Et voilà, au mois d'avril, je me suis dit, j'ai envie de le lire, mais je sais que je vais pas le porter, le trimballer à chaque fois que j'ai lecture. On a 1 heure de lecture à l'école, il est trop gros et ainsi de suite. Et voilà, donc si j'ai envie de le lire, donc je l'ai pris en livre audio également et j'ai vachement bien fait. Ken Follett, c'est un auteur que je lis depuis que je suis adolescente. J'ai commencé donc avec Les Piliers de la Terre de lui quand j'avais 14 ans. Ouais, ça fait 20 ans que j'ai commencé cette saga. Donc avec Les Piliers de la Terre, on est plus ou moins en 1200 je pense. 1200, quelque chose dans le genre, dans la petite ville de Kingsbridge, et on la voit se développer de plus en plus. Il y a eu un tome 2 et un tome 3 avec à chaque fois 100, 150 ans ou 200 ans entre... et donc la rénovation de la cathédrale de Kingsbridge, etc. Puisque Les Piliers de la Terre, c'est... le personnage principal en fait c'est la cathédrale de Kingsbridge. Alors ici on est avant, donc c'est le préquel des Piliers de la Terre, c'est bien ce qui est noté, avant les Piliers de la Terre. Et donc on se retrouve en l'an 997 en Angleterre. Et donc on est dans une Angleterre qui n'est pas encore très forte, qui n'est pas du tout un empire, sous le règne du roi Ethelred, si je me souviens bien, roi dont je n'avais jamais entendu parler personnellement. Et l'Angleterre est face aux attaques des Vikings et subit, hein, ils subissent fortement ces attaques des Vikings, alors que leurs voisins français en face, à 30 km de là, tout va bien et tout va bien madame la marquise, quoi. On n'est pas du tout sur la même situation. Et en fait on va suivre donc, c'est Edgar son nom je crois, oui c'est Edgar. Attendez, le personnage principal. Nanana. Oui, donc Edgar, qui est le fils d'un constructeur de bateaux. Sauf que les Vikings débarquent dans sa ville, dans son petit village, Combe, et massacrent tout le monde et brûlent tout, etc. Donc son père décède. Il est orphelin, donc il est juste avec sa mère et ses 2 frères, et il va falloir trouver une solution. Et donc la solution, ça va être d'aller s'installer dans une ferme qui est proposée par le doyen, du doyenné, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. On va également rencontrer donc Ragna qui est une jeune française qui va tomber amoureuse d'un noble anglais, Wilwulf. Et donc qui va faire tout ce qu'il faut, va intriguer comme il faut pour devenir sa femme. Sauf que quand elle va arriver en Angleterre, ça va pas être joie et etc. Hein. France-Angleterre c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau de vie. Et donc elle va se retrouver face à pas mal de surprises. Et le 3e personnage qu'on va suivre c'est Aldred, qui est un jeune moine qui rêve en fait que le monastère où il est moine devienne vraiment un centre de recherche, d'érudition et attire les plus grands esprits de l'époque. Sauf que il va se mettre les mauvaises personnes à dos le gars et il va se retrouver dans un petit moustier perdu à la campagne. Il va falloir qu'il se débrouille avec ça. Et en fait nos 3 personnages vont se retrouver plus ou moins au même endroit, mais avec des destins différents. Et ce que j'ai à nouveau fortement aimé, donc là on n'a pas du tout de cathédrale puisqu'on est avant, on est en 997 dans un petit bourg
d'Angleterre, qui n'existe pas. Hein. C'est un lieu inventé par Ken Follett. Et on va voir en fait comment le destin de ces 3 personnes va aider à la construction justement de ce village et va devenir Kingsbridge en fait au fur et à mesure du temps. C'est extrêmement bien fouillé, c'est extrêmement bien renseigné. Moi j'ai adoré à nouveau, il n'y a pas de recette miracle avec Ken Follett, c'est une écriture mais tellement efficace, il n'y a rien à dire là-dessus. Je pense qu'il est aidé par des tas et des tas de personnes pour les recherches, pour l'écriture à mon avis également de certains chapitres. Je ne pense pas que ce soit son travail à lui uniquement. Mais il n'y a rien à faire, ça fonctionne et on a quelque chose d'autrement addictif. Moi j'ai adoré ce roman historique. Le genre historique, c'est un genre qui me suit depuis que je suis adolescente et que j'adore. Même dans mon enfance, j'avais déjà commencé à lire des romans historiques. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, dans lequel j'aime me plonger, surtout quand on a autant d'intrigues. Alors je me doutais bien de qui allait finir avec qui, parce qu'on a à chaque fois une histoire d'amour dans les Ken Follett. Mais finalement tu t'attaches à ces personnages hein, et tu as envie que ça se finisse comme ça. Mais c'est pas gratuit, vous voyez, c'est pas juste une histoire d'amour pour avoir une histoire d'amour. C'est quelque chose qui est rajouté en effet pour avoir un petit peu plus d'intrigue. Mais moi, la construction de la ville et l'évolution d'un petit village pendant le haut Moyen-Âge en Angleterre, ça me fait kiffer quoi. J'adore ça. Et je suis là en train de me dire, bon, il a fait déjà 3 tomes sur les piliers de la Terre, plus le avant, donc on a 4 livres. Il y en aura plus, je vois pas ce qu'il peut encore écrire là-dessus sur Kingsbridge, ce qu'il pourrait encore faire. Mais s'il sort encore quelque chose là-dessus, j'achète les yeux fermés. J'aime trop. Et le dernier livre dont je souhaite vous parler dans cette papote lecture, parce que bon, ça commence déjà à faire beaucoup, hein, c'est À la croisée des chemins de Sabrina Tabar, que je vous montre tout de suite. Et qui est un livre que j'ai fini juste hier, donc c'est le plus frais dans ma tête pour vous en parler. Donc c'est un roman qui est publié aux éditions Memory, qui est une petite maison d'édition de ma région. Donc c'est pas très connu et j'avais vu passer ce livre sur Facebook, sur le Facebook des éditions Memory à plusieurs reprises. Il me tentait énormément parce que je trouvais franchement que la couverture magnifique et je m'étais dit que ça se passait dans ma région en fait, donc dans la province du Luxembourg en Belgique, puisque l'autrice vient dans la même région que moi. Alors donc première surprise, le roman ne se passe pas du tout dans ma région. Le roman n'est pas du tout en Belgique, ça se passe à Marseille. Voilà, première surprise donc quand j'ai ouvert le bouquin et on va en fait suivre, enfin on va pas suivre, on va découvrir l'assassinat d'une famille dans son entièreté. Donc on retrouve les corps de 4 membres sur 5 de la famille. Le père, donc John James, la mère, je sais plus comment elle s'appelle, Francesca, c'est Francesca? Oui, Francesca, Sarah, la fille aînée et Jonah. Et ils ont encore une petite fille, Emma, mais qui a un bébé de 6 mois et qui, donc, elle, va être laissée en vie. Alors, ce qui est surprenant là-dedans, c'est qu'en fait, tous les membres de la famille sont morts d'une cause différente. Voilà, le père, c'est une balle dans la tête. La mère, on la retrouve le crâne fracassé sur le carrelage de la piscine. Après être tombée apparemment d'un balcon du premier étage. Sarah, elle a les veines entaillées et elle est retrouvée pendue à la fenêtre de la salle de bain. Enfin bref, voilà, c'est très joyeux quoi. Et donc on va suivre les 2 enquêteurs qui sont sur l'enquête dans la découverte de la vérité de cette soirée du 14 juillet 2018, je pense que ça se passe en 2018. Et donc on va suivre Maria Connelly et David, son coéquipier, qui ont aussi leurs propres petites intrigues entre eux deux. Ça c'est pour le gros, je peux pas vous en dire plus sans spoiler et donc ce serait dommage je pense. Ce bouquin, donc, comme je vous ai dit, j'avais très envie de le lire parce que ça faisait plusieurs mois que je le voyais sur Facebook et ainsi de suite. Ce dont je n'avais pas conscience, donc, c'est que ça ne se passe pas du tout en Belgique et moi, c'est ce qui m'attirait le plus. Donc là, ça se passe à Marseille. Mais très honnêtement, ça aurait pu se passer n'importe où. Je ne sais pas pourquoi l'autrice a choisi de faire en sorte que l'action se déroule à Marseille. Ça aurait pu se passer à Lille, ça aurait pu se passer à Tours, ça aurait pu se passer à Bruxelles. Ça changeait pas grand chose pour moi, selon moi. Il n'y a pas d'éléments hyper importants. Juste oui que c'est la fête nationale le 14 juillet et que les événements se passent la soirée du 14 juillet.
ça aurait pu se passer le 21 juillet, enfin tu vois, ça n'apporte pas un élément de fou, le lieu. Pour moi, il n'y avait pas assez de description pour me faire me sentir à Marseille, etc. Mais en même temps, c'est un roman policier, donc j'ai envie de te dire, c'est pas le but de te faire voyager. Hein. Te faire voyager dans l'horreur, oui, mais pas de te faire voyager, de te faire voir du pays, c'est pas ça le but. Donc voilà. Ce dont je n'avais pas non plus conscience, ou en tout cas j'avais oublié, c'est que c'est un premier roman de la part donc, de Sabrina Tabar. Et donc je trouve que ce livre a les défauts d'un premier roman, malheureusement. Ça ne veut pas dire du tout qu'il est mauvais, non, il a fait le taf. Alors moi j'ai mis du temps à le lire, mais à nouveau c'est pas la faute de l'autrice, c'est ma faute à moi qui suis qui n'ai pas l'attention pour lire en ce moment, voilà, tout simplement. J'ai du mal à me concentrer. Et donc voilà, les défauts, c'est pour moi ce qui a été le plus gênant, c'est les dialogues. Parce que moi quand je lis, il faut savoir que je ne vois pas des images, je me joue pas un film, mais par contre j'entends tous les dialogues et j'entends des voix dans ma tête en fait qui lisent en fait tout ce que je lis. Et donc je joue dans ma tête les dialogues, voilà, mais juste les voix, il n'y a pas, j'imagine pas des personnages, etc. Ça je m'en fous. Et en fait, à la lecture, moi j'ai trouvé que la plupart des dialogues ne faisaient pas vrai, n'étaient pas vraisemblables, ne me paraissaient pas véridiques. Et donc ça me gênait fortement. Personne ne va dire ça en vrai, quoi. C'est ça qui a eu tendance à me gêner en fait pendant toute la lecture. Ça a été vraiment le gros défaut que j'ai trouvé. Mais en même temps, c'est pas surprenant puisque c'est un premier roman et je pense que les dialogues c'est pas si simple que ça. Et donc je pense que l'autrice va nous réserver de belles surprises au fur et à mesure, hein, lors d'un prochain roman. Je sais pas si elle est en train d'en écrire un deuxième déjà, mais voilà, ça fait bien le taf, je pense. Je pense que ça peut vraiment être une bonne lecture distrayante, vous savez, pendant les vacances, sur la plage, enfin, si on peut partir, si on peut voyager, voilà. Mais sachez-le, c'est un premier roman, donc il a quelques faiblesses, notamment également pour la résolution à la fin. J'étais là, mais comment on arrive de ce point de départ à cette fin? Il y a une ellipse, une sorte d'ellipse temporelle qui fait que on n'a pas la réaction des enquêteurs quand ils découvrent le poteau rose en fait. Nous, il y a une partie 1, une partie 2 et c'est pas du tout le même point de vue et la même façon d'écrire entre cette partie 1 et cette deuxième partie. Et donc, pour moi, ça me manquait. Il y a quelque chose qui me manquait là-dedans. De ne pas avoir cette immense révélation de la part des enquêteurs et qui mettent à jour ça. Elle a utilisé un autre procédé que je peux comprendre hein, et qui est totalement défendable. Mais chez moi, ça n'a pas trop marché. Et donc voilà ce que je peux en dire. Maintenant, à nouveau, faites-vous votre propre avis et n'hésitez pas à découvrir ce livre qui n'est absolument pas mauvais. C'est pas du tout ça que j'ai dit. Je dis juste que voilà, il y a quelques faiblesses dedans. Et je pense que dans le deuxième tome, enfin le deuxième tome, alors pas le deuxième tome je pense pas, mais le deuxième roman de l'autrice, ce seront des choses qui vont s'améliorer plus elle va écrire, c'est obligé, c'est obligé. Donc voilà. Bref, je vous ai parlé de je ne sais plus combien de livres, à mon avis en étant toute floue à nouveau. Désolée, pas désolée. Et je pense que la vidéo est assez longue comme ça, donc je vais vous laisser ici. Et je vais, moi, de mon côté, essayer d'aller lire parce que ça fait longtemps et j'aimerais bien vous retourner une papote lecture avant 2 mois, quoi. Hein. Si je peux vous en faire une au mois de juin, ce serait chouette quand même. Et que je vous ai dit que j'arrive à vous dire, oui, j'ai enfin relu comme je le faisais avant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci de m'avoir écouté blablater et papoter au sujet de mes lectures. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour savoir quand je sors une vidéo. Et n'hésitez pas à me parler en commentaire de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.